Bonjour à tous. Voici une capsule de formation sur la gestion des interventions médicales générant des aérosols, ce qu'on appelle les IMGA. Lors de ces interventions à l'usager en période de pandémie à la COVID-19, il est nécessaire d'appliquer des mesures de protection pour les travailleurs selon l'intervention faite à l'usager. Nous allons voir précisément la bonne protection à appliquer selon les soins qui sont faits à l'usager. Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que l'information partagée aux équipes provient des recommandations formulées à la lumière des données scientifiques et des recommandations d'experts d'instances internationales disponibles à ce jour. Il est donc normal de voir des ajustements dans les consignes actuellement connues et appliquées. Voici ce qu'est les IMGA, donc interventions médicales générant des aérosols. Ce type d'intervention manipule de façon artificielle les voies respiratoires et les sécrétions qu'elles contiennent. Si une infection est présente dans les voies respiratoires, l'intervention aurait pour effet de déloger ces sécrétions et d'augmenter considérablement les aérosols générés. Dans le contexte des coronavirus et en particulier de la COVID-19, l'épidémiologie de l'infection a démontré qu'elle n'est pas aéroportée. Selon les données cliniques comparant l'usage des masques N95 et des masques de procédure dans le cadre des soins apportés aux patients atteints d'infections respiratoires aiguës, les pratiques de base et les précautions contre la transmission par gouttelette s'avèrent suffisantes pour prendre soin des usagers qui toussent ou éternuent. Voici quelques principes concernant les IMGA. Il est clairement établi par tous les organismes de santé publique que la transmission se fait largement par gouttelette contact, habituellement dans un contexte de proximité 2 mètres et de durée prolongée 10-15 minutes. La transmission par voie aérienne est présumée seulement lors de procédures générant des aérosols. Ceci suggère donc que le virus causant la COVID-19 ne se transmet pas par voie aérienne lors de circonstances de soins usuelles. Ni la toux, ni les éternuements, ni les procédures qui les provoquent ne justifient en soi qu'une intervention soit considérée comme une IMGA. Lors de la toux, par exemple, ce sont en fait des gouttelettes qui sont projetées et donc une gouttelette est trop pesante pour rester en suspens dans l'air. Aussi, dans sa revue récente sur l'utilisation des masques dans le contexte de la COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé réitère sa position sur l'utilisation des masques N95 et ne les recommande que dans les circonstances où les usagers qui sont atteints subissent une IMGA. Une classification des IMGA a été effectuée. Cette classification est basée sur la recension des données probantes et aussi sur une évaluation faite par l'Université Laval. Voici donc la classification des IMGA. Il y a les IMGA à risque reconnus, comme par exemple l'intubation et l'extubation endotrachéale. Il y a les IMGA à risque possible, comme par exemple la ventilation non évasive, comme les CPAP, BIPAP. Il y a aussi la trachéotomie et les soins de trachéostomie. Ici, on a besoin d'une petite précision vraiment pour dire que c'est au moment de l'intervention chirurgicale de la trachéotomie où il y a un risque d'IMGA. Et en ce qui concerne les soins de trachéostomie, c'est vraiment lorsque c'est le temps de faire l'aspiration profonde qu'il y a un risque d'IMGA. Donc, si on a seulement à faire un pansement au niveau de la trachéotomie, on n'a pas besoin d'une protection aérienne. Il y a aussi les IMGA à risque non documenté, comme par exemple l'oxygénothérapie par voie nasale à haut débit, l'Optiflow. De voir que c'est non documenté peut nous rendre craintifs, mais en fait, cela signifie entre autres que les recherches sur ces interventions, à savoir si elles génèrent des aérosols ou pas, n'ont pas mené à une conclusion significative comme quoi ces interventions provoqueraient des aérosols. Donc, pour ces interventions qui sont non documentées, les experts et l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique, recommandent une protection gouttelette contact et protection oculaire. Il y a aussi des interventions qui ne sont pas des IMGA, mais que parfois on se questionne à savoir si elles le sont.
Par exemple, l'oxygénothérapie par lunettes nasales ou ventimasque. On a souvent la question, est-ce que je dois avoir une protection aérienne pour ces interventions? La réponse est non, car ce n'est pas des IMGA. Évidemment, il peut y avoir d'autres interventions non listées ici, mais qui sont également classées comme n'étant pas des IMGA. Celles présentées sont celles fréquemment questionnées. Voici l'équipement de protection nécessaire lors d'une IMGA. On voit qu'habituellement, on est en précaution gouttelette contact plus protection oculaire. C'est la fiche verte qui est à l'entrée de l'isolement. Lorsqu'on aura une intervention générant des arrêts au sol, il faudra rehausser avec des précautions additionnelles vers la précaution aérienne contact renforcée. Voici certaines particularités à appliquer lors ou suite à une IMGA. Idéalement, ça doit être fait dans une chambre ou une pièce à pression négative. La chambre à pression négative a pour but d'empêcher les arrêts au sol d'aller vers l'extérieur de la pièce. Elle n'amène pas une protection supplémentaire aux travailleurs qui se trouvent dans la pièce. Lors de l'IMGA, il faut limiter le nombre de personnes présentes dans la pièce. Idéalement, il faut planifier à l'avance la réalisation des IMGA avec les intervenants les plus expérimentés. À la suite d'une IMGA, il faut respecter le temps d'attente requis avant d'entrer dans la pièce sans équipement de protection respiratoire. Dans une salle à pression négative, il faut attendre le renouvellement d'air selon le nombre de changements d'air mentionnés pour cette salle. Dans chacune des salles à pression négative, cette information est indiquée. Si l'IMGA a lieu dans une chambre habituelle sans pression, il faut attendre 7 heures avant de retourner dans la pièce sans protection respiratoire. Mais vous pouvez y retourner avec une protection aérienne. La question fréquemment posée en lien avec les IMGA et le 7 heures d'attente. Dans le fond, que dois-je faire en situation d'arrêt cardio-respiratoire et qu'il y a une intubation en situation d'urgence dans une salle à air ouverte, comme par exemple une salle d'attente? En fait, la réponse est que toute personne à l'intérieur du 2 mètres de l'usager qui est en arrêt cardio-respiratoire doit avoir une protection aérienne au moment de l'IMGA, c'est-à-dire lors de l'intubation. Les compressions thoraciques ne sont pas une IMGA. Une note de service diffusée le 14 octobre dernier explique comment les intervenants doivent gérer les IMGA en fonction des symptômes et du risque épidémiologique de l'usager et nous indique la précaution à appliquer pour chacune des situations possibles. Vous pouvez retrouver cette note dans l'intranet, section coronavirus. Ensuite, sélectionnez la tuile prévention et contrôle des infections. Ensuite, sélectionnez l'onglet hôpital et descendre à la date du 14 octobre. Le titre de la note est Algorithme de gestion de risque aux IMGA. Si vous voyez le tableau, en fait, on doit se questionner. Est-ce que mon usager chez qui je m'en vais faire une IMGA a des symptômes compatibles à la COVID? Ce qu'on reconnaît comme symptômes compatibles, c'est la fièvre, la toux, la difficulté respiratoire ou la perte d'odorat d'apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans perte de goût, ou 2 critères ou plus parmi les suivants. Donc, un symptôme général parmi les suivants: douleur musculaire, céphalée, fatigue, perte d'appétit. Donc, je me questionne, est-ce que mon usager a des symptômes compatibles? Il présente de symptômes? Je suis incapable de faire le questionnaire avec mon usager à savoir s'il présente des symptômes ou il n'a aucun symptôme. Ensuite, je me questionne, est-ce qu'il a un risque épidémiologique? Par exemple, s'il n'y avait aucun symptôme, est-ce qu'il a eu un contact étroit de moins de 14 jours avec une personne positive? Est-ce qu'il a eu un contact épidémiologique, mais par exemple, il est hospitalisé sur une unité en éclosion? Aussi, je dois me savoir vérifier, est-ce que j'ai un test à la COVID-19 datant de moins 48 heures pour cet usager? Donc, il est négatif. J'en ai un, il est négatif. Non, j'en ai pas. Ou oui, j'en ai un, mais il est positif.
Une fois que j'ai trouvé dans le tableau mon usager chez qui je vais faire une IMGA, une fois que j'ai trouvé le niveau de précaution que je dois appliquer avec lui, je peux aller voir dans l'autre tableau l'IMGA et appliquer la précaution recommandée. Je voudrais juste vous ramener ici. Dans le fond, il y a quand même des petites annotations importantes dans la note et sous le tableau. Par exemple, pour un usager ayant fait la COVID-19 il y a moins de 3 mois, on peut utiliser un niveau de précaution 1 en tout temps pour cet usager. Pour les usagers avec IMGA répétitif, par exemple CPAP ou aspiration lors des soins de trachéostomie, il est suggéré de faire un test COVID-19 aux 2 jours s'il est négatif. Évidemment, si à un moment donné il sort positif, ça sera toujours la grosse protection aérienne. En présence d'un diagnostic alternatif clair et d'un test COVID-19 négatif dans les derniers 48 heures, on peut utiliser un niveau de précaution 1, même s'il présente de la toux, par exemple, et que sa toux est provoquée par un autre diagnostic. Par exemple, si j'ai un usager hospitalisé en chirurgie qui est en post-op jour 4, il n'a pas de symptômes compatibles à la COVID-19 et il n'y a eu aucun contact significatif avec une personne reconnue COVID-19. J'ai pas de résultat pour lui non plus de COVID dans le dernier 48 heures. Et cet usager-là doit avoir un soin de trachéostomie qui comprend l'aspiration profonde. Donc, je me questionne. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait des symptômes chez cet usager-là? Non. Il n'y a pas de symptômes. Donc, je tombe dans la colonne plus basse, aucun. Il n'y avait pas non plus de contact épidémiologique et je n'avais pas non plus de résultats de COVID-19 de disponibles. Donc, pour cet usager qui doit subir une IMGA, l'intervenant doit le faire avec un niveau de précaution 2, ici, dans la colonne. Donc, aucun symptôme, pas de contact et j'ai pas de résultat dans le dernier 48 heures pour le COVID. Maintenant, je vais voir dans l'autre tableau, je vais trouver où se trouve mon soin de trachéostomie. Il se trouve ici dans l'IMGA à risque possible. Donc, trachéostomie, on a dit que c'était un niveau de précaution 2. Donc, l'intervenant qui va procéder à l'IMGA chez l'usager qu'on a donné en exemple doit le faire avec l'équipement de protection présenté ici. À chaque situation, il faut se questionner quel est l'usager que j'ai devant moi. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a 4 questions à se poser. L'intervention que je vais réaliser fait-elle partie des IMGA? Est-ce que l'usager présente des symptômes compatibles à la COVID-19? Est-ce que j'ai un résultat d'un test COVID-19 datant de moins de 48 heures pour cet usager? Et est-ce que l'usager a un risque épidémiologique? Selon les réponses à sa question, vous pourrez trouver dans le tableau si c'est une précaution de niveau 1, 2 ou 3 que vous devrez appliquer pour aller faire l'IMGA. Je vous invite donc à compléter le lien SurveyMonkey qui est dans l'intranet également sous la capsule. Et vous pouvez également inscrire votre temps dans votre feuille de temps selon les codes de paie suivants. Donc FOCOV si fait durant le temps de travail et le code de paie FOCX1 si fait en dehors des heures de travail. Merci de votre collaboration. La prévention et le contrôle des infections, c'est un travail d'équipe.